يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون. المادة 66 من قانون الأسرة الجزائري. في 2020 مجموعة من الأمهات المطلقات الجزائريات تلاقوا في فيسبوك، شافوا بلي كانوا يعانيوا من المادة 66. واش داروا؟ حوسوا يديروا تغيير لهذه المادة. من بين اللي تفاعلوا على المطالب نتاعهم لو سيداف، اللي هي مؤسسة من أجل المساواة اللي دارت مناصرة لإلغاء هذه المادة. ضيفتنا اليوم المحامية والأستاذة نادية أيدزاي، اللي هي أيضا رئيسة لو سيداف. معكم لو بروغرام رانا هنا لصناعة المحتوى النسوي. Voilà. Je vais revenir en 2020. Il y a eu un mouvement important à les mères divorcées. اللي لقاو روحهم selon les témoignages بزاف confrontés à l'article 66. وبداو بزاف حملات sur les réseaux sociaux surtout sur cet article 66. وين كانوا يقولوا باللي c'est de la discrimination, c'est pas normal, كيفاش c'est un peu le chantage مع النساء تاع تتزوجي نحي لك وليدك, alors que c'est pas la même chose avec les hommes. Et parmi les جاوبوا مع هاد la mobilisation, c'était pour les associations féministes d'ailleurs la seule et la plus rapide, c'était le SIDEF. Très rapidement, خممتوا في un plaidoyer وختمتوه. Est-ce que tu peux me parler كيفاش حتى درتوا le plaidoyer, mais aussi sur vous vous êtes basé sur quoi? Est-ce que réellement c'est un article problématique? Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est à la fois un article problématique et puis un article que je qualifierais de naturel, parce qu'on sait que le code de la famille tire sa source du droit musulman. Et donc, dans le droit musulman, qui est une œuvre humaine, qui est une œuvre des écoles, et particulièrement de l'école malékite, il y a cette règle donc de droit qui fait perdre à la femme qui se remarie son droit de garde, parce qu'on sait que la hadana est un droit de la femme. En droit musulman, il est exceptionnellement un droit qui revient à la femme, quelle que soit la situation dans laquelle elle peut être, personne ne peut le lui enlever, pas même le magistrat, pas même le juge. Or, il se trouve que dans certaines situations, et particulièrement dans celle-là, le droit musulman déchoit donc la femme de son droit de garde lorsqu'elle se remarie. Et cette déchéance n'a pas de source ni coranique, ni religieuse. Elle a plutôt une source doctrinale où les docteurs de l'islam ont essayé de trouver des arguments justifiant la perte de la garde. Quels sont les arguments qu'ils ont mis en exergue et en valeur? C'est des arguments que l'on peut qualifier de sentimental. C'est-à-dire, on dit la mère, si elle se remarie, elle ne portera pas la même attention à ses enfants du premier lit comme elle le fera pour ses enfants du second lit. Donc on est dans cette affection qui, pour les ulama de l'époque, ne pourrait pas être la même pour les enfants du premier et second lit. Bon, ce sont des arguments qui sont très peu fiables. Ils ne sont pas fiables du tout parce qu'ils n'ont pas de source valable sur laquelle on peut, sur laquelle on peut justifier cette perte. Donc nous, le Code de la famille qui a repris la tradition musulmane dans son expression la plus rigoureuse, le législateur a, dans cet article 66, donc émis deux hypothèses. L'hypothèse dans laquelle, lorsque la femme se remarie, elle perdra sa garde. Et la deuxième hypothèse est qu'elle peut renoncer à la garde de sa pleine volonté. Mais dans cet alinéa 1, qui est la perte de la garde si elle se remarie, il y a quand même, dans cet article 66, un ajout ou une référence à l'intérêt de l'enfant. Or, aujourd'hui,
on voit que dans la plus grande part des décisions qui sont rendues par les tribunaux, l'intérêt de l'enfant n'est pas mis en valeur. Et je pense que les décisions, les décisions varient d'un magistrat à un autre, varient d'une interprétation de cet article 66 d'un magistrat à un autre. Il y en a beaucoup qui tiennent en compte l'intérêt de l'enfant dans l'attribution du droit de garde lorsque la mère se remarie. Il y en a d'autres qui vous diront non, moi elle se remarie, la garde elle la perd. Et il était dans l'ancien code, avant qu'il ne soit modifié, dans ces situations, la garde revenait à la grand-mère maternelle lorsque la maman se remariait. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles modifications de 2005 et aussi avec le changement des attributaires ou des destinataires de cette garde attribuée par le juge, ce changement dans l'attribution du droit de garde aux lignées. Aujourd'hui, ce n'est plus la lignée maternelle qui est mise en avant, c'est comment je peux appeler ça? C'est une garde alternative, c'est-à-dire que lorsque la mère perdra sa garde, c'est le père qui la reprend. Si le père ne peut pas la reprendre, parce qu'il y a des situations où il ne pourrait pas la reprendre, c'est la grand-mère maternelle. Si ce n'est pas la grand-mère maternelle, c'est la grand-mère paternelle. Donc le législateur est venu enlever à la lignée maternelle tout le droit qu'elle avait dans l'exercice du droit de garde lorsque la mère ne pouvait pas l'exercer. Et les problèmes ont commencé de là, puisqu'on a redonné au père la place qu'il doit avoir dans le droit de garde et le droit de visite. On a redonné au père, on a remonté dans le rang des personnes responsables le père à la deuxième position, alors que dans l'ancien code, il était perdu à la sixième position après la lignée maternelle et lignée paternelle. Donc aujourd'hui, au nom de l'égalité, on a remis le père et la mère sur le même pied d'égalité pour l'attribution de la garde. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent à la deuxième position lorsque la mère ne peut pas exercer la garde. Mais les problèmes ont apparu à partir de 2005, puisque la lignée maternelle est évincée, puisque la lignée maternelle n'est plus celle qui se substitue à la mère lorsqu'elle se remarie, c'est le père qui donc revient à... c'est le père qui est celui qui va exercer la garde lorsque la mère se remarie. Et le texte est clair, la mère perd le droit de garde si elle se remarie, et donc avec un autre article du code, la garde revient au père. Et la lignée maternelle a été évincée. Et beaucoup de femmes, donc, parce qu'elles divorcent jeunes, et là aussi c'est un constat, elles divorcent à 25 ans, elles divorcent à 30 ans, elles divorcent avant 25 ans, avec un enfant sur les bras, au lieu de le garder lorsqu'elles se remarient, elles vont perdre la garde lorsqu'elles vont se remarier et que le père s'en apercevra et il faut qu'il le fasse dans l'année du mariage donc fait par la mère. Parce qu'il y a une procédure justement pour la déchéance de la garde. La procédure, c'est que lorsque le père découvre que la mère s'est remariée, il doit venir devant le juge et demander à reprendre cette garde au nom de l'article 66, en application de l'article 66. Et très souvent, le père reprend la garde. Avant, c'était la grand-mère à qui le juge attribuait, la grand-mère maternelle à qui le juge attribuait la garde lorsque la mère se remariait. Donc aujourd'hui, c'est le père. Et effectivement, il est obligé d'aller en déchéance de la garde. Sauf que cette déchéance n'est pas une déchéance définitive.
C'est-à-dire que s'il arrive à la mère de divorcer ou de quitter donc le second mari, elle peut récupérer elle aussi par le biais d'une procédure la garde et généralement c'est ce qui se fait et ce qui s'est constaté depuis l'application de l'article 66 par de nombreux ex-maris ou pères qui, pour embêter la première épouse, viennent récupérer donc la garde par l'introduction d'une procédure. وعلاش le législateur قال باللي عنده une année, après une année c'est bon. C'est quoi l'objectif? Une année, c'est parce que la femme peut peut se marier sans que le mari ne s'en aperçoive, parce qu'il faut aussi prouver qu'elle s'est effectivement mariée. Une année, c'est le temps qui est donné pour le découvrir, en fait, pour découvrir qu'il y a une deuxième union qui s'est faite et il a le temps de se défendre. Hein. D'abord de trouver un acte de mariage, le second acte de mariage, parce que lui aussi, lorsqu'il viendra demander la déchéance de la garde, il faut qu'il prouve que la femme s'est bien remariée. Donc, il faut qu'il essaie de trouver un acte de mariage ou le second mariage. Il peut le prouver par tout moyen, hein, soit par des photos, soit par des témoignages, soit par cet acte de mariage qu'il pourra avoir ou se faire délivrer, bien que il n'aura pas le droit ou il n'a pas le droit de se faire délivrer cet acte de mariage. Il n'est pas le concerné, mais dans beaucoup de situations, il arrive à l'avoir. Voilà, je pense qu'une année, c'est pour lui donner le temps de se retourner, parce que juridiquement ou religieusement ou par rapport au droit musulman, il n'y a pas de... ou peut-être parce qu'on pense que la femme va peut-être divorcer dans l'année. On a vu des situations où pendant cette année-là, juste après le second mariage, les mamans ont divorcé pour pouvoir garder leur garde. Donc, Et après cette année, c'est la seule explication que je peux donner à ça. et après cette année, il n'a pas le droit de redemander la déchéance. Il peut toujours tenter, et c'est au juge à apprécier. C'est le juge qui apprécie en tout état de cause. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Il l'apprécie, le juge peut la lui donner. Mais le juge, s'il est strict dans l'application de la loi, il peut dire que l'année est passée, donc il perd ce droit. Mais il peut toujours le demander. Et puis, il ne faut pas oublier l'intérêt de l'enfant qui doit être la mesure utilisée par le juge pour pouvoir prendre une décision. Et la décision, quand elle est prise, elle doit être prise dans l'intérêt de l'enfant, pas dans l'intérêt de la femme. Mais qui évalue cette... C'est le juge. L'intérêt de l'enfant, c'est le juge qui va l'apprécier. C'est lui qui va lui donner les conditions et il va voir si l'intérêt de l'enfant, avec la mère qui se remarie, et un enfant qui vit dans un milieu stable, qui s'entend avec le second mari, qui est bien pris en charge, qui n'est pas violenté. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, on demandera l'avis à l'enfant. Et vous avez donc certains juges qui vont effectivement demander l'avis de l'enfant. Mais aussi, ces juges, en demandant l'avis de l'enfant, vont voir ce que la jurisprudence aussi a prévu, a pris comme décision. Et dans la jurisprudence, aussi bien musulmane, celle qui a été produite avant l'indépendance que celle qui est venue après l'indépendance, la Cour suprême a bien dit que la perte du droit de garde n'était pas un droit absolu. Et ça, c'est important. Ça veut dire que,
effectivement, on peut apprécier et on peut laisser la garde à la mère lorsqu'elle se remarie. Et c'est ce que font beaucoup de juges. Et les statistiques, on les a. On les a. Sur l'année 2024, on a eu 3000 refus, mais 2500 acceptations de laisser la garde à la maman. Donc, les juges commencent maintenant à juger en fonction de ce concept, de cette valeur qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, demander à l'enfant son avis et de juger à partir de cela. Voilà. Mais il demeure en fait encore beaucoup de cas où les juges vont pas trop se casser la tête et appliquer l'article tel qu'il est. L'article leur dit la mère se remarie, elle perd le droit de garde. C'est ce qu'ils jugeront. Le plaidoyer se base sur quoi? Avec tous ces éléments, vous demandez dans ce plaidoyer justement Le plaidoyer s'est basé d'abord sur le droit de garde, de dire qu'est-ce que c'est que ce droit de garde, qu'est-ce que c'est que cette hadana en droit musulman, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours revenir vers le droit musulman. Le droit de garde, ce droit qui appartient à la mère, qu'est-ce que c'est? C'est un droit de couver l'enfant, d'encadrer l'enfant, d'élever l'enfant, de suivre l'enfant. Et on le sait, généralement, c'est la mère qui le fait. Même dans le mariage, même si la tutelle est du ressort du père, c'est toujours la mère qui éduque, qui élève et qui suit l'enfant. Et ça, le droit musulman, on est bien conscient. Ceux qui l'ont rédigé ont bien été conscients du rôle de la mère dans sa relation avec l'enfant, dans son éducation affective, médicale, scolaire. Donc la hadana, c'est un peu ça. Et les auteurs donc, du droit musulman, ces exégètes, et même la jurisprudence musulmane, a affirmé que la hadana est un droit de la mère. Et en étant un droit de la mère, je vous l'ai déjà dit, quelle que soit sa situation, matérielle, sentimentale, morale, on n'a pas le droit de lui enlever ce droit qui lui appartient. Il n'y a aucune raison, d'ailleurs, qui interviendra pour lui enlever ce droit. Sauf que, effectivement, on a décidé que dans ce cas-là, lorsqu'elle se remarie, il faut la déchoir. Le droit algérien a un peu repris cette définition du droit de garde. Donc nous, lorsque nous avons voulu faire ce plaidoyer, nous avons essayé de cerner la garde, de la définir, de dire qu'elle appartient à la mère, de dire quelle est la position du droit musulman, de chercher dans le Coran et dans la Sunna éventuellement des arguments qui auraient pu être utilisés par le législateur pour déchoir la mère de sa garde lorsqu'elle se remarie, et on n'en a pas trouvé. On a trouvé un seul hadith, mais qui, pour certains auteurs du droit musulman, reste un hadith simple. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, il y a quelque chose de très fort pour déchoir la mère de son droit de garde. Et il se trouve que notre code de la famille, étant un code, je le redis, d'inspiration de l'école malékite, sa principale source c'est l'école malékite, et on connaît l'école malékite parmi les autres écoles, elle est la plus rigide et elle est la moins favorable à l'octroi des droits aux femmes. Donc par rapport à l'école hanifite ou shafi'ite ou hanbalite. Pour nous, cette école est la plus rigoureuse, et donc ils ont introduit cette interdiction.
Nous avons aussi donc cherché au niveau des commentateurs du Coran, des hadiths, de la Sunna, mais aussi de cette règle du droit malikite qui fait perdre le droit de garde à la mère. Les auteurs ont essayé, comme je vous l'ai dit, de trouver des arguments juridiques qu'ils n'en ont pas trouvé. Ils ont essayé de mettre en valeur ce hadith, mais c'est un hadith faible, considéré faible selon beaucoup d'autres auteurs. Et donc, ils n'ont trouvé que la vie sentimentale de la femme dans son deuxième mariage et la relation qu'elle pourrait avoir avec ses enfants et son impossibilité à les aimer ou à s'en occuper comme elle s'occuperait de ses enfants du second mariage. Bon, alors là, c'est vraiment des arguments que l'on refute. Et nous reste la notion de l'intérêt de l'enfant, puisque celle-là, elle est, le Code en parle, le législateur nous dit bien la perte se fait en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Et généralement, les magistrats ne tenaient pas beaucoup compte de l'intérêt de l'enfant. Et je pense qu'ils ont commencé à tenir compte de l'intérêt de l'enfant quand les mères ont commencé à se plaindre, quand les mères qui ont perdu la garde ont commencé à se rassembler, et quand aussi nous avons aidé les mères par ce plaidoyer à porter la question à un haut niveau pour qu'on puisse répondre à leurs doléances. Donc, on a interrogé le ministère de la Justice, on a interrogé le ministère des Affaires religieuses. Le ministère des Affaires religieuses nous a répondu qu'il préférerait que l'on revienne à la lignée maternelle. Donc, à faire en sorte que les modifications qui ont été faites en 2005 ne règlent pas le problème, que eux préféreraient que l'enfant reste dans la lignée maternelle, mais c'est qu'on a relégué la lignée maternelle à une position beaucoup trop loin, et donc eux, ce serait leur réponse, c'est la lignée maternelle qui doit revenir donc juste après la mère lorsqu'elle se remarie. Le ministère de la Justice, lui, nous a répondu que en nous donnant les statistiques, et c'est là où nous avons vu que les juges étaient partagés, que c'était l'intérêt de l'enfant qui primait dans la décision. Voilà. Alors nous, on a essayé de leur dire que c'était quand même une violence, et c'est une violence. Donc on a donné les arguments, on a essayé de donner un contenu à l'intérêt supérieur de l'enfant, vu que la loi de 2015 sur la protection de l'enfant met en valeur l'intérêt supérieur de l'enfant. La Constitution également de 2020 a fait en sorte de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant était celui qui doit guider les décisions des juges, et donc c'est important que cet intérêt soit celui qui guide les magistrats dans la décision lorsqu'ils devront octroyer la garde de l'enfant à la mère qui se remarie. Donc, il ne faut pas que le juge tienne compte du second mariage pour la déchéance du droit de garde. Il faut que ça soit l'intérêt de l'enfant qui prime sur ce second mariage, et pourquoi pas demander l'opinion de l'enfant, demander à l'enfant de s'exprimer, demander à l'enfant de dire avec qui il veut aller, et ça commence à se faire, ça commence à se dire, ça commence à se juger, puisqu'il y a beaucoup de magistrats maintenant qui interrogent les enfants, mais qui aussi demandent au SOMO
aux assistants, donc aux assistantes sociales du SOMO, le service en observation en milieu ouvert, de faire des enquêtes sur terrain, d'aller la voir dans la famille, comment vit l'enfant, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il il est dans un environnement sain, parce qu'en fait, de quoi a-t-on peur? On a peur que l'enfant, avec le nouveau père, soit soumis, et je suppose que c'est ça aussi qui a guidé la déchéance de la garde à la mère, c'est ce rapport de l'enfant avec la mère. Quand c'est un garçon, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une fille, on a toujours peur que la fille soit violentée, soit soumise à des violences sexuelles, à des attouchements. Je crois que ça, c'est encore dans l'esprit et dans les mentalités de ne pas laisser les filles avec le second mari par peur d'arriver à ce genre de situation. Mais l'intérêt de l'enfant, c'est l'enfant qui doit décider de son sort avec l'aide du magistrat qui doit tenir compte de sa décision. J'ai une question. Les mères à qui on a déchu la garde, est-ce que tu peux dire la justice? Ou c'est trop tard? Si elles divorcent, oui. Quand tu à la justice, il faut qu'elles... Alors, ça dépend de la situation dans laquelle elles sont. Si elles ont perdu la garde en première instance, elles peuvent faire appel. Elles peuvent faire appel. Si, par exemple, en première instance, c'est-à-dire le jugement du tribunal, le juge ou la juge n'ont pas fait appel à une enquête, à une assistante sociale, n'ont pas demandé l'avis à l'enfant, l'appel peut être fait sur ce plan-là. Les mères ne doivent pas hésiter à aller en appel. Il y en a même qui vont jusqu'à la Cour suprême. Maintenant, vous avez des mères qui ne veulent pas perdre du temps. Il y en a beaucoup qui divorcent et qui reprennent leur garde par une autre procédure et qui ensuite se mettent en couple en fonction de la Fatiha. Hein. Donc là, ce sont des situations qui existent. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux régler les problèmes de manière claire et précise, plutôt que de mettre les mères dans une situation d'instabilité par un deuxième divorce du second mari et qu'elles se remettent avec lui selon la Fatiha. Avec la Fatiha, imaginez la naissance des enfants, imaginez encore une procédure de validation du mariage religieux, la légitimation des enfants. Donc on a créé et on crée par cette interdiction d'autres problèmes dont qu'on aurait pu éviter, dont on aurait pu se passer. Donc oui, les femmes ont la possibilité d'aller jusqu'à la Cour suprême, et on a vu qu'à la Cour suprême, des décisions d'octroi de la garde à la mère ont été accordées, et même à celles qui quittent l'Algérie. Parce que n'oubliez pas, quand elle quitte l'Algérie ou lorsque l'enfant ne veut pas voir parce que le père a un droit de visite, que fait le père ? Eh bien, il va attaquer la mère pour non-présentation donc de l'enfant parce qu'il n'a pas pu réaliser son droit de visite. Et là aussi, elle rentre dans des procès incontrôlables. Elles peuvent être condamnées. Et elles aussi, et donc elles vont faire appel, elles vont aller jusqu'à la Cour suprême. Donc c'est beaucoup de procès dilatoires, beaucoup d'instances dilatoires, longues et qui perturbent tout le monde. Maintenant, la garde partagée, ça n'existe pas. Non, mais elle. Alors ça, je pense que la garde partagée serait la meilleure des choses, même si la mère se remarie. Et cette garde partagée pourrait entrer, d'abord, elle sera conforme à la Convention des droits de l'enfant,
puisque la Convention des droits de l'enfant que l'Algérie a ratifiée parle de responsabilité parentale. Vous voyez qu'elle a même dépassé la garde partagée. Et donc une responsabilité parentale, parce qu'une garde partagée, 15 jours, c'est la mère qui est responsable, 15 autres jours, c'est le père qui est responsable, ou un mois, alors que la responsabilité parentale, elle se fait quel que soit l'endroit où est l'enfant. Eh bien, commençons d'abord, nous aussi, par la garde alternée, puis il faudra que le législateur pense un jour à cette responsabilité parentale pour rendre réellement les parents responsables et ne pas utiliser les enfants comme un enjeu d'une jalousie ou d'une envie de faire du mal. Et ça, c'est très important. Et puis, je pense qu'on finira avec ça. Il y a eu 2020, la mobilisation des mamans. La question de cette déchéance de la garde, elle est devenue plus ou moins publique. Il y a eu le plaidoyer, il y a eu d'autres mobilisations grâce et avec les femmes qui sont divorcées et qui en souffrent. Des années après, à un moment, on a la mobilisation parce que ou là parce que bon voilà, il y a eu beaucoup de sujets tout le temps. Aujourd'hui, on en est où et qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire pour relancer le débat? Je crois que il faut jamais dire que la mobilisation Naqsat ou l'a disparu. Quand on fait un plaidoyer, le plaidoyer dure dans le temps. Donc c'est après quelles sont les actions que nous entreprenons. C'est vrai que pour l'association des mères donc, qui ont perdu la garde, il leur semble que tout s'est arrêté. Non, nous qui travaillons sur le plaidoyer, pour nous, il y a toujours, on est toujours là à l'affût des événements, des opportunités pour revenir et pour relancer le plaidoyer. Ce plaidoyer, nous l'avons envoyé aux autorités concernées. Ministère de la Justice, Président de la République, en fait, toutes les institutions. Il fera mouche un jour. Et le fait d'avoir interpellé comme ça ces institutions, on avait même inclus et fait participer le Conseil national des droits de l'homme. Donc, quelque part, cette idée fait son chemin et on connaît notre système juridique. Nous, en Algérie, ça en fait tous les 20 ans, le temps que ça mûrisse dans la tête aussi bien de nos décideurs que de l'opinion publique. C'est tous les 20 ans qu'on modifie les textes, le temps que ça prenne. Bon, j'espère que ça ne mettra pas 20 ans parce qu'on a quand même eu des plaidoyers qui n'ont pas mis 20 ans, par exemple pour le politique, pour l'article 326 du Code pénal. Donc il y a, et nous espérons qu'effectivement il a été fait en 2021 ce plaidoyer. Nous sommes en train de relancer la procédure puisqu'avec un groupe d'associations, il y a une lettre qui est en préparation, qui est faite pratiquement, qui va être envoyée au président de la République, lui rappelant qu'il a été destinataire d'un plaidoyer et qu'il faut songer à prendre en charge cette situation et à alléger la peine des femmes qui perdent la garde de leur enfant lorsqu'elles se remarient, sachant que le mari, lorsqu'il se remarie, et si la garde lui est attribuée, lui ne la perd pas s'il se remarie. Voilà, donc c'est un peu demander au pouvoir public de continuer à déconstruire les relations inégalitaires et à les reconstruire sur la base de l'égalité. Inch'Allah. Merci beaucoup Nadia, c'est très clair, très précis. Merci. Donc voilà, كانت معنا Nadia Aïdzaï, pas n'importe quelle avocate, pas n'importe quelle juriste, pas n'importe quelle femme du droit en Algérie. Merci beaucoup Nadia. Ou la Inch'Allah qui te la loi à ce propos.